Et puis c'est là qu'elle se trouve au moment du coup d'État de Pinochet. Donc elle se cache dans l'ambassade argentine et puis part à Buenos Aires. Et ensuite elle repart en France, dans une société, comme le livre le montre, où résonnent encore les échos de mai 68. Donc elle poursuit aussi son engagement dans ce pays. Je dois dire à propos du livre qu'en tant que fille d'exilés politiques réfugiés au Mexique, ce livre m'interpelle particulièrement. J'avais beaucoup réfléchi à la manière, c'est l'un de mes objets d'étude, de réflexion, à la manière dont l'exil marque la deuxième génération, donc la mienne. Et j'avais aussi réfléchi au rapport que les enfants de l'exil nous entretenons avec ce pays qu'on a dû quitter étant tout petit, ce qui n'est pas mon cas, ou ce pays qu'on n'a pas connu, mais qui est celui de nos parents, ce qui est mon cas. Mais j'avais beaucoup moins réfléchi aux implications de l'exil dans la première génération. J'en connaissais les effets par l'expérience, et je savais ou je pressentais que pour cette première génération aussi, l'exil avait un caractère structurant. Mais c'est grâce au livre d'Anna Maria que je commence à comprendre de quelle manière et pourquoi. En effet, dans ce livre, comme vous le découvrirez en le lisant, le fil conducteur, c'est l'exil. Et c'est ce fil conducteur qui permet à l'autrice d'effectuer une rétrospective dans laquelle les événements marquants de toute une vie acquièrent leur cohérence. Donc la solitude, le manque, la sensation de non-appartenance, la quête d'un ancrage, éprouvées dans des circonstances très différentes, sont identifiées comme des anticipations d'un exil à venir ou comme les traces d'un exil passé, celui proprement spatial, fondateur, l'exil qui a conduit Anna Maria à quitter l'Uruguay. Donc, pour finir et laisser la parole à nos invités, je dirais que ce livre montre que l'exil laisse des traces si profondes chez les personnes qui le subissent. Il devient une sorte de condition existentielle à partir de laquelle on comprend, on appréhende le monde et l'expérience. Et aussi, je crois que ce livre pose plus généralement la question du statut du témoignage, comment l'histoire de soi peut passer à l'histoire pour tous et par quel biais. Et quand l'histoire de soi se maintient dans le soi, alors je crois qu'il est possible, comme dans ce livre, de saisir en elle ce qui peut l'élever à une expérience générale et peut-être universelle. Donc je vais donner la parole maintenant à notre surtout à notre autrice, Anna Maria. Donc merci beaucoup, Anna Maria. Alors, on m'entend bien? Oui. Bon, d'abord, je tiens à remercier spécialement à l'association d'ex-prisonniers politiques chiliens qui vraiment m'a soutenue dans ce projet. Asilepsis, l'éditorial. Pour moi, c'est un livre, bon, j'ai publié pas mal de bouquins, mais c'est l'histoire de ma vie. Et alors, je trouvais dans l'éditorial Silepsis un soutien vraiment très important. Et surtout, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, Mariana Sanchez, qui a partagé avec moi les allers et les retours de ces preuves. Hein. Alors, à Silepsis, merci beaucoup. À Dominique Delattre, qui a fait la couverture et les dessins du livre aussi. Allô? Oui, ça va? Oui. Et puis à Margarita, vraiment, elle a fait tout le possible pour que j'essaye de publier, qu'il faut publier. C'était pas évident de publier mon histoire de vie. Hein. Et puis, bon, Rémi, que c'est... Alors là, je veux lire par rapport à Rémi ce que j'ai à dire par rapport à lui. La traversée du temps, l'aventure de raconter ma vie, l'écoute de Rémi. L'écoute rationnelle, politique, affective, émotionnelle. Son écoute m'a soutenue tout au long de cette trajectoire nomade de ma vie. Écrire a toujours été pour moi une tentative pour livrer ce qui est au fond de moi-même.
un acte de partage, un défi pour aller jusqu'au bout des moments vécus. L'écriture garde en elle la mémoire retrouvée, avec ses nuances, ses silences, ses passions, ses blessures. Rémi m'a accompagnée dans cette démarche qui a traversé tous les temps, le temps. Merci. Et alors, Vincent de Boléjac, mon collègue, très important au niveau académique, parce qu'il faut dire que ce livre, c'est un mélange de vie politique et la lutte en tant que femme politique, ici et en Amérique latine. Mais c'est aussi un livre académique, parce que ma vie, une fois que je suis rentrée à Montevideo, je faisais partie de l'Universidad de la República, c'est une université publique, et vraiment pendant des années, j'étais prof, et du point de vue académique, Vincent de Boléjac a été vraiment un soutien très important à travers la sociologie clinique. Et puis, que dire de Margarita, vous la connaissez. C'est ma copine que j'ai connue. Alors là, j'ai connu Margarita en 1973, au Chili. Avant de... 12, bien sûr, 12, pardon. Parce qu'il faut dire, là j'ai écrit pas mal de choses, mais comme d'habitude, j'écris beaucoup et après je dis autre chose. Mais bon, non, parce que nous, les Tupamaros, nous avons subi la répression des forces armées et de la police avant le coup d'État. En 1972, on a été très réprimés, on a presque détruit l'organisation. Et donc j'étais obligée, à partir d'une situation, à partir de l'ordre de l'organisation, j'étais obligée de quitter le Montevideo pour aller au Chili, où il y avait, c'était un moment merveilleux du Chili. C'était l'époque du président Compañero Allende, comme dit le Chili. Et donc là, j'ai connu Margarita et sa femme, sa mère. Sa mère, non, que je sache pour le moment, sa mère que maintenant a 93 ans, que j'ai vue là, ça fait pas beaucoup. Et là, c'était comme ma mère en exil, ma mère adoptive. Et alors, figurez-vous qu'après le coup d'État, 11 septembre 1973, j'ai été obligée de quitter là où j'habitais, parce qu'à cause de mon accent, évidemment, tout de suite, on se rendait compte que je n'étais pas chilienne, même si j'avais acquis pas mal d'accent. Hein. Alors c'est Margarita, sa mère, et les 8 enfants de Vivite, sa mère, qui m'ont accueilli chez elle. Mais alors, je veux vite, je ne vais pas raconter ma vie, vous allez lire le livre, j'espère. Mais, c'est incroyable, j'ai été au Chili, réfugiée à l'ambassade du Chili, d'Argentine au Chili, où nous étions 800 de partout de l'Amérique latine. Il y avait des Péruviens, il y a la femme d'un grand ami péruvien qui a été avec moi à l'ambassade. Et donc, là, je me suis réfugiée à l'ambassade d'Argentine au Chili, je vais vite. Ensuite, on a été expulsés de l'ambassade pour choisir un troisième pays. Alors c'était très drôle, parce qu'on avait la carte et on ne savait pas quoi choisir, quel pays. Moi, je voulais rester en Amérique latine et on a choisi Argentine. J'étais 1 an en Argentine sous une période terrible de l'Argentine. On dirait que l'Argentine se caractérise pour passer des périodes terribles à périodes terribles. Parce que là, maintenant, Milei, ça s'approche à ce que nous avons suivi pendant la dictature en Argentine. Alors j'étais poursuivie par la AAA, l'Alliance anti-communiste,
Et j'ai dû quitter l'Argentine hein, pour un troisième pays. J'ai choisi, alors là, j'ai choisi la France parce que j'étais élevée dans un collège français et je parlais plus ou moins bien le français, et puis j'avais un rapport à la France très forte à ce moment-là. Et me voilà que j'arrive, et qui va me recevoir à l'aéroport? Guy Noël Jung, le frère de Margarita, avec qui j'avais été battue, je ne sais pas, au sein du MIR au Chili. Je suis retournée chez Guigui, cette femme qui m'a soutenue au Chili et les premiers jours, les premières semaines à Paris. Alors voilà, donc je présente les amis qui sont là, avec qui je partageais une partie de ma vie. La mémoire, le souvenir, le travail sur la mémoire, les graines, les fantômes du passé, les déchirements, la perte, le deuil, l'angoisse, les joies, la reconquête d'une lutte et le bonheur d'être encore une résistante. Raconter ma vie à côté de Remy, à Paris, à Saint-Jean, c'était une expérience forte. Et ça s'est passé, je pense que Remy va parler, dans plusieurs périodes, hein, j'en parle. Mais, pendant l'anniversaire, les 50 ans de la dictature militaire en Argentine, en Uruguay et au Chili, vous savez que juin 1973, coup d'État en Uruguay. 11 septembre 1973, coup d'État au Chili. Et alors, le Museo de la Memoria, le musée de la mémoire en Uruguay, a fait un hommage, une activité pendant plusieurs mois avec le musée de la Memoria argentin, à l'époque, c'était pas Milei, hein, et avec le chilien, pour les Uruguayens qui étaient réfugiés à l'ambassade argentine au Chili. Vous me suivez? Oui. Et alors là, j'étais là. On m'a fait des entretiens bon, et on m'a donné un dossier qui avait les forces argentines, chiliennes et uruguayennes sur moi. Alors si vous allez voir le livre, j'ai une photo là où j'avais 19 ans. Je dirais une gamine, une adolescente, hein, parce qu'ils m'ont pris de côté, ils m'ont fiché. Et là, ça m'a bouleversée vraiment. Alors, je me suis dit, il faut que je finisse cette histoire de raconter ma vie. Pas pour ma vie en tant que telle, peut-être, aussi, mais surtout pour donner un témoignage de ce que nous avons vécu, de notre génération, hein, à travers l'écriture, revivre le vécu et analyser le vécu. Hein. Vincent dit toujours, le vécu sans conceptualisation, sans concept, reste là comme une émotion qui est très importante. Et le concept et l'analyse sans vécu restent trop rigides. Alors j'ai essayé d'unifier le vécu de ma vie avec l'analyse de ma vie et de cette génération qui a lutté pour un monde meilleur. Alors voilà, j'ai fini avec Remy l'histoire de ma vie. Pour témoigner, pour que cela ne se perde pas, pour que, en quelque part, en tant que femme politique, en tant que femme universitaire, je sentais la responsabilité de donner ça à mes étudiants et aux jeunes générations. Donc, moi, et ma fille, et mes deux petits-enfants que j'ai
Je suis grand-mère. On ne dirait pas. Je suis grand-mère. Donc, comment? Le combat, non, c'est terrible ça. On a l'habitude d'être au congrès, dans plusieurs congrès au niveau international. Hein. C'est terrible le temps. Et le rôle de modérateur est terrible. Et ton rôle, c'est terrible. Je suis désolée. On est en train de commencer à s'introduire un peu dans le bouquin. Oui. Ah, bon, je vais vite. L'importance de l'écriture, le combat quotidien, hein, en tant que femme, en tant qu'universitaire, avec les syndicats et les travailleurs et les travailleuses, avec le chômeur, et dernièrement, avec la coordination pour Palestine. Je ne pouvais pas, en tant qu'exilée, faire l'attraction de tout ce qui se passe depuis 1948 en Palestine. Et alors, ma lutte aujourd'hui passe aussi pour tout ça. C'est une espèce de poussière issue, poussière entrée de ma vie. Je veux pas. Bon. Évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire, mais peut-être au niveau du débat, ça va se passer. Hein. J'aimerais quand même lire quelques phrases qui me représentent. Car l'oubli est du côté du pouvoir. C'est de Kundera. Kundera, lui, il a vécu à Paris, vous savez, et il a écrit en français. Et pour moi, l'écriture, la langue, c'est très important. Et j'ai décidé de publier ce livre en français et ici. On parlait avec des copines, combien on se sent fragile quand on donne sa vie pour que l'autre lise, l'autre l'analyse. Alors si, car l'oubli est du côté du pouvoir, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, nous qui avons vécu ce que nous avons vécu. La conquête d'un passé commence toujours par la reconquête. Pardon, la conquête d'un futur commence toujours par la reconquête d'un passé. Ça, c'est le grand poète mexicain qui le dit. Et donc, c'est-à-dire que dans le temps et la historicité, dans l'historicité, l'histoire, cette union constante entre la grande histoire et la petite histoire, il y a toujours le temps qui traverse le passé, le présent, aujourd'hui, pour construire un futur. Et puis une phrase de Fanon que j'aime beaucoup. Je viens de travailler Fanon, vous le situez, qui dit « Chaque génération a une mission à accomplir. Il faut la trahir, il faut aller jusqu'au bout et l'accomplir. » Je pense qu'avec tous nos erreurs, vraiment tous nos erreurs, tout ce que nous avons vécu, nous avons en tout cas essayé d'accomplir la tâche qui était la nôtre à ce moment-là, qui était lutter pour un monde meilleur. Et ce qui est encore plus important pour moi, c'est que il faut continuer à travers des différentes formes, à travers l'écriture, à côté des travailleurs, à l'université, à travers l'édition, à travers l'art. C'est important. Continuer à, d'une façon empecinada, comment on dit, obstinée, à vouloir changer le monde pour un monde meilleur. Et je tiens à dire, à lire, une phrase de Gilles Deleuze, philosophe français. Créer dans le monde, c'est cela qui nous manque le plus. Nous avons perdu le monde, on nous en a dépossédé. Créer dans le monde, c'est en plus susciter des événements, même s'ils sont tout petits,
capable d'échapper au contrôle et faire naître alors des nouveaux espaces-temps de résistance. Et je pense que cette réunion, Silencis, les Chiliens qui m'accompagnent, ben, c'est une façon, c'est un petit contre-pouvoir et rompre le pouvoir établi. Et je tiens à dire aussi, excusez-moi, je suis... Mais passé le temps. Si. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, mais là, Hector, me mate. Bon, et je tiens à dire une phrase de Michel Foucault à qui on a travaillé, je travaillais beaucoup, hein, enfin, Rémi, qui dit « Il n'y a pas une politique qui ne soit pas une politique du corps ». Et je pense que nous avons mis le corps dans cette histoire. Nous avons mis le corps parce que il y a des morts, il y a des torturés, il y a des disparus encore chez moi. Il y a des disparus encore chez moi où les différents gouvernements de droite et progressistes n'ont pas réussi à juger les tortionnaires. Et alors, vraiment, pour moi, je ne peux pas oublier le corps de ceux qui ne sont plus avec nous. Alors voilà, merci. Merci Anna Maria. Et maintenant, je vais donner la parole à Rémi Hess, qui est sociologue et pédagogue. Oui, et danseur de tango aussi. Très important. C'est une chose qui m'a donné une présence à Montevideo le jour où j'ai rencontré Anna Maria importante, parce que je connaissais Buenos Aires. Je venais de présenter un livre qui était publié à Buenos Aires, et j'ai rencontré Anna Maria en me disant, mais quand même, la Comparsita, c'est à Montevideo que ça a été créé. Donc j'ai eu beaucoup d'affect d'abord dans ma rencontre avec Montevideo. Ce que je voudrais dire ici, c'est pourquoi finalement on a fait un bout de route ensemble. Je suis resté 3 jours à Montevideo. Anna Maria me traduisait mes conférences à l'université de la Repubblica. Et elle ne s'est pas contentée de me traduire, elle m'a emmené sur ses terrains. Elle m'a emmené visiter des communautés, une communauté alternative, etc. Et on s'est aperçu qu'on avait une transversalité commune. C'est-à-dire qu'elle connaissait beaucoup de personnes qui avaient compté pour moi. J'avais déjà fait les histoires de vie de Henri Lefebvre, René Louraud, Georges Lapassade, Gérard Altable, etc. Mais j'avais fait aussi l'histoire de vie de Gaby Valgand, une Allemande. Et globalement, je travaillais plutôt avec des hommes. Et c'était des amis, des gens que... Et ce qui s'est passé avec Anna Maria, c'est une amitié presque instantanée. C'est-à-dire qu'avant de partir, avant de reprendre l'avion, je lui ai dit, il faudrait quand même que tout ce que tu m'as raconté dans la voiture, ça prenne forme. C'est important de témoigner. Je suis d'une famille, si vous voulez, je suis le premier bachelier de ma famille, mais mon arrière-grand-père a écrit son histoire de résistant contre les Prussiens en 70. Mon grand-père a écrit tous les jours de la guerre de 14, sous les bombardements à Reims, pour témoigner des gens qui mouraient et ceux qui survivaient, etc. Donc je suis d'une famille où l'écriture est quelque chose de naturel pour restituer la question de la lutte, si vous voulez, l'engagement, l'implication dans les combats. Et donc Anna Maria a accepté finalement le principe de cette histoire de vie, et c'est quelque chose qui a cheminé très lentement. On peut imaginer des histoires de vie. J'ai écrit l'histoire d'un proviseur de lycée en 1 semaine, mais avec Anna Maria, on a commencé en 2006 et on a terminé en 2024. Donc c'est pour dire que ça n'a pas été facile. Et plusieurs fois, elle a pris et repris le texte que je saisissais de sa parole
elle parlait, je tapais sur mon ordinateur son texte, je lui donnais son texte, elle le retravaillait, et récemment elle est venue à Reims, ma ville natale, et, pour présenter son livre, et avec les gens qui étaient là, on a réfléchi au fait qu'elle écrive en français, et que traduire en espagnol aurait peut-être été difficile pour elle de raconter ces choses-là. Donc, dans quelle langue on peut parler, si vous voulez, et autant elle verrait bien une traduction italienne de son livre, autant la traduction espagnole lui semble problématique. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce qu'on fait quand on raconte sa vie, quoi. Parce qu'on implique beaucoup de gens. Moi, j'avais commencé ma carrière de sociologue en faisant l'histoire du mouvement maoïste, qui a été publié en 1974. Donc, les engagements dans la lutte politique... Pardon? C'est Anthropos, oui. Et donc, c'était naturel pour moi d'écouter Anna Maria, parce que, si vous voulez, c'est d'abord les contextes de la lutte, ça c'est très important, mais aussi le fait qu'elle soit intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle soit sociologue comme moi, c'est-à-dire que il y avait des rapprochements, on avait les mêmes lectures par exemple, on avait des lectures communes, mais on avait traversé les mêmes milieux, mais elle était femme, donc très engagée dans le mouvement des femmes en France. Moi, pas trop, non, pas du tout, même pas du tout dans le mouvement des femmes, dans d'autres mouvements, mais il y avait des résonances morphiques, ce que j'appelle des résonances morphiques, c'est-à-dire des moments partagés. C'est-à-dire, quand elle parlait, ça réveillait chez moi des choses qui me permettaient de lui poser de nouvelles questions. Mais ce que je veux dire, c'était un peu un catalyseur, quelqu'un qui l'a aidé à s'exprimer, mais en fait, c'est elle tout entière qui est dans son livre. Jamais j'aurais pu changer un mot de ce qu'elle a fait, parce que vraiment, on est quand même très loin l'un de l'autre, quoi, quelque part, et chaque mot qu'elle prononçait, chaque expérience qu'elle restituait, était pour moi une découverte et quelque chose de très très proche, et en même temps très loin de mon expérience d'homme, de parisien, d'intellectuel de gauche, mais français, quoi. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Le plaisir, si vous voulez, et en même temps le devoir de garder des traces de biographie. Hegel parlait de figure. Il y a des gens qui font figure d'une époque, si vous voulez. Et Anna Maria est une figure de l'Amérique latine. Maintenant, je vais donner la parole à Vincent de Gaulle-Jacques, professeur émérite de l'Université Paris-Cité et président du Réseau international de sociologie clinique. Merci, très, très heureux d'être là. Merci pour l'invitation et merci à Anna-Maria. Il faut lire le livre, hein. On ne va pas raconter ce qu'il y a dedans. Je voudrais juste, j'ai rencontré Anna-Maria dans les années 90, peu de temps après la fin de la dictature. Et elle évoque notre rencontre dans son livre, sa rencontre avec la sociologie clinique. Elle écrit: c'est à ce moment-là que j'ai compris la profonde dimension de l'implication politique dans le processus de connaissance, l'articulation entre l'histoire et l'historicité, entre les dimensions psychosymboliques et socio-historiques. J'aimerais partager avec vous cette rencontre. Elle m'a invité donc à Montevideo et on a animé ensemble un groupe d'implication et de recherche, une démarche de la sociologie clinique, dans laquelle les personnes viennent travailler sur leur histoire. Et comme le disait Anna-Maria, en se méfiant du double piège du vécu sans concept et du concept sans vie, c'est une formule d'Henri Lefebvre, et donc à l'articulation entre un travail sur soi, sur son histoire personnelle, vous l'évoquiez, à la rencontre avec l'histoire collective,
pour réfléchir ensemble sur les processus qui sont à l'œuvre dans cette histoire et pour rejoindre l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité. Et donc, c'était quelques années après la dictature, dans un groupe où il y avait plusieurs générations. C'était très intéressant. Et j'étais frappé par la persistance de la difficulté de partager la mémoire de ce qui s'était passé pendant la dictature. Aussi bien du côté des militants, de ceux qui avaient été engagés dans la lutte, et qui ne pouvaient pas aborder cette question sans retrouver les divisions qu'ils avaient vécues pendant la lutte. Et je me souviens d'un couple qui s'est déchiré entre elle, Tupamaros, et lui du Parti communiste, et elle lui disait « Mais qu'est-ce que tu faisais, toi, pendant que nos camarades étaient torturés, étaient tués, etc. » Parce que le Parti communiste avait choisi plutôt une voie politique qu'une voie armée. Et donc, il y avait cette tension-là par rapport à la mémoire qui rendait très très difficile le fait de pouvoir, par rapport à la tension qui pouvait exister, il vaut mieux pas en parler parce que la société a besoin de se réconcilier. Et on ne peut pas ne pas en parler parce que quand on a été emprisonné, exilé, torturé, les disparus, je veux dire, c'est impossible de ne pas parler de ça. Et comment on fait avec ça? Alors, dans ce groupe, c'était sur la thématique était roman familial et trajectoire idéologique, c'est-à-dire à la fois de raconter un peu où on en était par rapport à son rapport justement au sens, à la politique, à la religion, aux valeurs, etc. Et donc dans ce groupe d'implication, chacun écrit, bon je ne vais pas raconter la méthodologie, mais je vais raconter juste un moment. Il y a Elvira, j'ai modifié son nom, se met à pleurer en racontant un bout de son histoire. Et donc je lui dis qu'est-ce qui t'arrive. Je lui propose tout simplement d'exprimer ce qu'elle ressent. Et elle nous dit, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Le 27 juin 1973, j'avais 12 ans. Comme tous les matins, je vais à l'école, nous entrons en classe, la directrice de l'école entre et nous dit « Aujourd'hui, il y a eu un coup d'état militaire, vous pouvez rentrer chez vous. » À cette nouvelle, les élèves applaudissent et je sors avec mes camarades, toute contente de ces vacances imprévues. Je rentre chez moi et à la maison, je trouve mes parents en pleurs. Ils sont effondrés face à la prise de pouvoir par l'armée. Ils étaient des militants engagés. Je suis alors envahi de honte, de culpabilité d'avoir éprouvé de la joie alors que le pays va sombrer dans le malheur et que mes parents expriment leur désespoir. Je n'ai jamais pu parler de cela depuis cette scène. Et aujourd'hui, je suis encore habité par ce sentiment de honte. C'était 12 ans après. Et Elvira termine son récit en pleurs, et vous voyez, je suis encore envahi par l'émotion qu'elle suscitait dans le groupe de raconter. Un long silence suit ce récit, personne n'ose interrompre, et Tania, une autre participante, me regarde et me demande si elle peut prendre la parole. C'est une femme réservée qui ne s'est pas beaucoup exprimée depuis le début du groupe. Et elle est plus jeune, et elle dit « J'avais 6 ans au moment du coup d'État. J'étais d'une famille ouvrière très pauvre. Un jour, dans la cour de récréation, un garçon m'entraîne à jeter des pierres sur un autre garçon parce qu'elle m'a dit que son père est en prison. J'imagine un bandit de grand chemin et je me laisse entraîner par ce garçon courageux et autoritaire qui m'entraîne dans sa lutte pour l'ordre contre les malfrats de toutes sortes. J'apprendrai plus tard qu'il était fils de militaire et que le garçon que je voulais lapider était fils de militant engagé. Depuis, je suis rongé par la honte. Honte de m'être ainsi laissé entraîner sans réagir, honte d'avoir participé à cette violence, honte de ma timidité, de mon inculture politique. Nous étions une famille très pauvre et à l'époque je pensais que si l'on emprisonnait les gens, c'est parce qu'ils étaient des voleurs ou des assassins. Je n'ai jamais cela à personne.
Elle aussi se met à pleurer, je m'excuse. Pour partager avec vous ce moment de partage tellement chargé d'histoire. Et à ce moment-là, on entend un raclement de gorge un peu profond. Et c'est Georges, silencieux jusqu'à présent, qui est le plus âgé du groupe. Il approche de la soixantaine. Il est l'objet d'un grand respect de la part de l'ensemble des participants au séminaire, parce qu'on raconte qu'il a lutté contre la dictature, qu'il a été torturé et emprisonné. Il s'adresse à Elvira et à Tania. Je vous remercie d'avoir raconté cela. Ça me facilite les choses, dit-il. Il remonte sa manche et il montre. J'ai été un numéro tatoué sur son bras. J'ai été ce numéro pendant 4 années. Je n'avais plus d'identité. J'étais traité comme un sous-homme, comme un chien. En sortant de prison, j'ai été adulé, traité en héros de la lutte révolutionnaire, mais en prison, il n'y a rien d'héroïque. On côtoie l'abjection, la lâcheté, la pourriture, l'inhumain. Lorsque je suis sorti, je ne pouvais pas raconter ce que j'avais vécu. Depuis, je me suis enfermé dans le silence et dans la dépression. Il se tourne vers Elvira et Tania et leur dit « Ce que vous avez raconté me permet de sortir du silence, de témoigner, non pas dans la justification ou la condamnation, mais de dire les choses telles qu'elles se sont passées, tout simplement. » Alors bon, j'ai voulu partager ça avec vous parce que raconter effectivement l'histoire en soi, et Anna-Maria l'évoque dans son livre, on a tendance à la géographie ou à raconter une histoire héroïque, de raconter une histoire politique, au sens de justification, de condamnation. Et donc là, ce travail-là, c'est un travail qu'on appelle clinique, en sociologie clinique, c'est-à-dire d'essayer de retrouver effectivement à partir de la petite histoire de chacun, la grande histoire qui était évoquée tout à l'heure, mais autrement. Non plus dans un combat politique, par rapport à condamner ou soutenir une cause, mais dans un combat pour résoudre, je le mets entre guillemets, en tout cas pour affronter cette tension dont je parlais au début, entre à la fois ne pas oublier, témoigner, dire qu'est-ce qui s'est passé, et en même temps ce travail de citoyenneté qui est au cœur du politique, c'est-à-dire reconstruire un monde. Comment on refait société quand la société a été fracassée par ces violences extrêmes et qu'elle continue à être fracassée à partir du moment où il y a effectivement des morts, des traces des tortures et puis des disparus. Et effectivement, sans doute un des crimes les plus forts, c'est-à-dire de ne pas savoir ce que sont devenus un certain nombre. Parce que, pourquoi j'ai aimé ton livre, c'est-à-dire de ne pas d'affronter ces tensions, d'affronter ces contradictions. Et dans ce qu'elle raconte, à la fois il y a un magnifique témoignage sur une période qui reste dans nos mémoires comme une période de violence extrême et qui ne sont pas encore, dont les traces sont loin d'être réparées, restaurées, et en même temps la nécessité de passer à autre chose. Et je viens de terminer un livre sur faire société malgré les attentats, où j'ai travaillé avec des victimes des attentats du Bataclan à Paris, du métro et de l'aéroport à Bruxelles, et des familles d'enfants qui se sont engagés dans l'idéologie djihadiste et qui nous ont demandé, ils sont venus nous voir en nous disant « mais nous aussi on est des victimes ». Je peux vous dire qu'en 2015, en 2016, d'entendre des familles d'enfants qui étaient des enfants, des familles des terroristes, c'était insupportable. Il y avait la mère d'un des 3 assaillants du Bataclan, du Stade de France, et mon fils était au Stade de France. C'est-à-dire, tout d'un coup, on est comme fracassés, tous, par des choses qui arrivent à certains, mais qui nous concernent. Et je crois que c'était en 2015, et en 2015, on était encore assez insouciants, du moins en France, par rapport à ces violences. Et 10 ans après, ce qui se passe dans le monde montre cette tension entre à la fois un combat militant nécessaire
contre toutes les formes de dictature et de régime autoritaire, et en même temps la nécessité tous les jours de développer cette action pour faire société et construire un monde commun qui soit vivable pour tous. Merci Anna Maria pour ton livre, parce que je pense qu'il participe de cet effort d'affronter ce type de contradiction. Et bravo pour ton livre. En plus, il est magnifiquement écrit, on a l'impression de lire un roman policier, on ne s'ennuie pas une seule minute. Maintenant, pour finir avec cette série d'interventions et passer à l'échange, donc il nous reste 10 minutes avant 20h, donc on est dans les temps. Je vais donner la parole à Margarita Jung, qui est assistante sociale et puis dont Anna Maria nous a déjà parlé un peu. J'étais assistante sociale, je le sais plus. Pardon. Je suis vieille. Mais on l'est pour toujours peut-être. Anna Maria, tu sais que le 20 juin est le jour mondial pour les réfugiés. Aujourd'hui, comme jamais, il est en vigueur. Créé en 2000 par l'Assemblée nationale des Nations unies. Nous tous, nous avons fui notre pays d'origine, moi aussi, et plusieurs personnes dans cette salle. Nous avons dû échapper des coups militaires, des persécutions, des prisons. Aujourd'hui, je pense tout particulièrement comme toi à la Palestine. Quand je suis arrivée en France, après avoir fait plusieurs emplois, j'ai choisi le métier d'assistant social. Pour moi, c'était une façon de continuer à militer, comme je l'avais fait au Chili et en France. Lors de cette expérience, m'a emmené à accompagner beaucoup de femmes exilées, des hommes aussi, vous inquiétez pas. Je profite de la présentation du livre d'Anna Maria pour rendre hommage à ces femmes invisibles. La liste est longue, mais je vais nommer quelques-unes. Sima, iranienne. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, je lui ai demandé d'où elle venait son nom. Elle m'a répondu que d'Iran. Alors je lui ai dit, on se coupe une mèche de cheveux. À la fin de l'entretien, je lui ai offert un poème de Garcia Márquez, La femme intelligente. Aujourd'hui, elle travaille dans les pharmacies solidaires et elle continue son travail de militante. Après, j'ai connu Moussa Sayas, femme afghane, journaliste et écrivaine. Elle a dû quitter son pays, laisser ses enfants et milite beaucoup pour la cause des femmes battues en Afghanistan. En France, il a publié un livre qui révèle le martyre des Afghanes battus, brûlés, insultés, humiliés. Qui entendra nos cris? Le nom du livre. Lydie, du Cameroun, avec qui j'ai beaucoup accompagné, elle a souffert la double peine. Elle a dû quitter le pays pour des raisons politiques, mais aussi du fait qu'elle était lesbienne. Avec toutes ces femmes et bien d'autres, nous avons partagé des poèmes, des livres, le don et le contre-don, il s'est établi. J'ai écrit parce que sinon je vais être long. Aujourd'hui, Anna Maria, je t'offre aussi un poème. Pensez sur la durée de l'exil de Bertolt Brecht. Tu le connais. On écrit en 1937 pendant ses exils en Danemark. Ce poème exprime la précarité et l'incertitude vécue par les exilés, illustre notamment par l'image de ne pas planter un clou dans le mur, symbole de la instabilité, de la nécessité de rester prêt à partir à tout moment et très d'actualité aujourd'hui. Ne plante pas un clou au mur, jette ta veste sur la chaise. Pourquoi prévoir pour 4 jours? Tu rentreras demain. Laisse le petit arbre son haut. Pourquoi planter un arbre avant qu'il atteigne la hauteur du marge? Tu seras déjà parti d'ici. Tire la casquette du visage quand les gens passent. Pourquoi feuilleter les grand-mères étrangères, les nouvelles qui t'appellent à la maison et l'écrire dans une langue familière? Comment les plaques s'écaillent des poutres ne fait pour les empêcher? La clôture de la violence s'offrira. L'entrée de la frontière contre la justice. Regarde le clou dans le mur que tu as planté. Qu'est-ce que tu penses de revenir?
Veux-tu savoir ce que tu crois au plus profond de toi? Jour après jour, tu travailles à la libération, assis dans ta chambre, tu écris. Veux-tu savoir ce que tu penses de ton travail? Regarde le petit marronnier dans le coin de la cour, vers lequel tu transporteras la cruche pleine d'eau. Je m'arrête ici parce que c'est l'heure. Merci Anna Maria pour ton récit. Perfecto. Sí, tenemos 5 minutos. Puisqu'on a 5 minutes encore, je tiens à lire l'épilogue de mon livre. Et mes amis là, en parlant comment quels sont les échos qu'ils ont eu par rapport à mon livre. On n'a pas beaucoup parlé de mon livre parce qu'on espère que vous allez le lire. Hein. Mais là, je tiens à vous dire, c'est très court, hein, c'est 2 pages, l'épilogue, pour que vous me connaissiez un peu plus. Il y a 2 gens qui me connaissent beaucoup ici. Caroline, Mireille, Dominique, enfin, je ne veux pas les nommer. Hein. Il y a des copains uruguayens avec qui j'ai partagé les moments les plus durs de la dictature, en tant que Tupamaros. Il y a des Chiliens, beaucoup. J'ai le Chili dans mon cœur, toujours. Il y a des groupes de femmes latino-américaines qui sont là. Il y a ma copine péruvienne. Il y a un parti de l'Amérique latine très mélangé. Et il y a beaucoup de Françaises aussi. Des Chiliennes, des jeunes Chiliennes. Et je veux lire pour vous, pour que vous arriviez à saisir un peu qui suis-je. Traverser les incertitudes, s'introduire dans l'incomplétude, vivre le doute, errance, passion, l'art comme résistance, les crépuscules et l'aurore, Eros, porque la vida compañero puede más. Tous les feux, le feu. Marelle, les années de plomb, les années d'espérance, la douleur de l'impunité face aux militaires tortionnaires. Moi, femme, des femmes en lutte, les exils, le Chili, l'Argentine, la France, Montevideo, Paris, parfois New York, Buenos Aires, Montréal, l'Amérique latine, toujours. Encore de Serrance. Laetitia, ma fille. Joaquin et Mauricio, parce que c'est le temps qui vient. C'est mes petits-enfants. Mes amours, mon amour, mes joies, mes ancêtres, l'Italie de haut en bas. Naples, la ville de ma grand-mère, la Nonna. La Sicile et le souvenir de Maria Luisa. Et les cours de l'Université populaire du Sud avec des Algériens, des Marocains, des Français et d'Italiens du Sud avec les Palestiniens. Bologne, mon séjour à l'Université de Bologne. L'université, la recherche, la philo, la psychanalyse, la sociologie clinique, l'analyse institutionnelle, Rosa Luxemburgo, Angela Davis, Emma Goldman, Che Guevara, Raúl Sendic, José Carlos Mariátegui, France Fanon, la Commune de Paris, Flora Tristan, la politique, la Palestine libre, la cohérence, la fierté de ma cohérence, le temps qui viendra. Un autre monde est possible, un monde nouveau est encore possible. Ça, c'est la fin de mon livre. Merci. Et maintenant, nous pouvons passer aux questions et voilà, au dialogue avec le public.
Maria, j'aimerais savoir, chez les Tupamalas, quel était le rôle des femmes, quel était le pourcentage de femmes, parce que, alors hier il y avait à la télé un documentaire sur les luttes en Amérique latine, et il y avait, et on a vu des femmes nicaragua, des sandinistes, et le rôle des femmes avait l'air important, et elles se sont retrouvées, après les luttes, elles se sont retrouvées dans des ministères, etc. Voilà, merci. Je ne sais pas, on répond ou bien... Bon, Caroline, qui est une copine depuis 30 ans, 40 ans, et tu sais, Caro, combien est important, a été toujours important pour moi, les moments des femmes en France. Parce que nous étions avec Marlova, qui est là, et très peu de femmes latino-américaines féministes. Et à l'époque, nos copains, à l'époque, je parle des années 60, 78, 79, 20. Et à l'époque, les copains uruguayens, chiliens, argentins ne comprenaient pas. Ça a été une dure lutte de revendiquer notre lutte spécifique des femmes. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelle donc Tupamaras, des femmes de l'Uruguay. Et j'ai eu pas mal de problèmes avec les copains hommes uruguayens, pas tous, mais une grande partie. Parce qu'ils considéraient que comme j'analysais le rôle des femmes à l'intérieur de la guérilla, à partir d'une analyse symbolique des larmes qu'on peut voir, mais aussi à partir de comment au niveau de la direction, il n'y avait pas de femmes. Nous étions par contre dans la lutte armée, mais pas des femmes dans la direction politique. Et comment finalement, moi je dirais que ce livre a été un témoignage fort des 6 femmes de Tupamaras qui parlent justement de la situation des femmes à l'intérieur de la guérilla. Ça a beaucoup changé. Je sais que les copains uruguayens et chiliens qui d'abord considéraient la femme, la lutte des femmes secondaire, maintenant ils se sont appropriés de cette lutte. Et ils ont devenu une lutte politique à part entière. Mais là, Caroline, pour te dire, la lutte des femmes, une fois qu'on a milité à l'intérieur du groupe des femmes, on ne peut jamais oublier la lutte des femmes partout. Ici, en Uruguay, et maintenant, il faut dire qu'en Uruguay, il y a beaucoup de femmes au pouvoir politique, très peu, beaucoup non, très peu, mais quand même on continue à revendiquer nos droits des femmes partout dans le monde. Ça c'est comme le Chili, je porte en moi la lutte des femmes dans mon cœur. Quelqu'un d'autre veut parler ou pas, non? Sí. Yo quería recordar lo que dijo la compañera que tiene el micrófono, de que ayer hubo una emisión en la cadena Arte, más o menos a eso de las 9 de la noche, 9:30, que se llama En continuant sur influence. Ça montre le plan Condor sur les 6 pays d'Amérique latine. Voilà, c'est tout. Merci. Si vous me permettez, en tant qu'Uruguayenne française, j'ai vu après votre parcours en Latino-Amérique, vous ne croyez pas que le féminisme, c'est un enjeu, c'est un sujet qui peut être profité par la droite. Ce que je dis, je viens de la Bolivie par exemple, et il y a eu des féministes, soi-disant féministes primitifs, je dirais, qui disaient que le patriarcat, hommes, femmes, etc., qui ont soutenu les coup d'État il y a 5 ans, 6 ans,
Et la même chose des ONG avec financement européen qui organisent des petites entrepreneurs, mais en faisant abstraction de la politique. Et elles-mêmes, elles participent dans des marches féministes. Est-ce que vous avez aperçu quelque chose en Uruguay? Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, l'expérience que j'ai une expérience assez grande, puisque je suis rentrée chez moi en 60. Après la dictature uruguayenne est tombée en 85, je suis rentrée en 87. Ça a été difficile pour moi, j'étais très divisée entre Paris et Montevideo, et je suis rentrée en 87. Depuis, je peux dire avec totale certitude qu'il n'y a pas un mouvement de femmes de droite en Uruguay. Mais aussi, on ne peut jamais dire, hein, on ne sait jamais, mais mon expérience en tant que femme et féministe, c'est que le mouvement des femmes a toujours soutenu une lutte contre l'injustice sociale et l'injustice sociale et politique. Alors, c'est pas ça mon expérience, je suis désolée. Aussi au Chili, on peut en parler, hein, aussi au Chili, et bon, ça c'est mon expérience. Mais moi je dirais aussi, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je dirais aussi que les principes essentiels de la lutte contre le patriarcat, c'est une lutte profondément politique qui touche les racines même du capitalisme et du néolibéralisme. Mais bon, ça c'est mon expérience. Justement, si on parle de la politique, dans son sens politique, c'est la prise du pouvoir. C'est ça le problème. On discutait ici il y a quelques mois avec une conférence terrible qu'il y a eu à l'école de haute études en sciences sociales avec Rita Segato, que vous le devez connaître. Ça a occasionné un débat horreur, terrible. Et merci pour votre rapport. Oui, moi je voulais juste dire une chose, c'est que je suis très contente que tu aies écrit ce livre qui parle de l'Uruguay et de ton expérience uruguayenne. Juste pour dire qu'hier soir j'ai regardé Arte et qu'il n'y a pas un mot sur l'Uruguay. Donc on parle de l'Argentine, on parle du Chili, on parle de Cuba, de la Bolivie, de la République dominicaine. Et nous, je dis nous parce que je suis uruguayenne, même si née en Argentine, pas un mot. C'est comme si ça n'existait pas. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait plus de gens qui parlent de ce pays-là et de ce qui s'est passé, parce qu'on le sait très peu. Voilà. Tout à fait, Susanna. On parle très très peu de l'Uruguay. Il y en a ici des copains uruguayennes et des copines que je pense que par exemple avant-hier, on m'a invité à regarder un film sur Miguel Enríquez, Le Mire. J'ai admiré ce film et je pensais beaucoup à Raoul Sendic, que pour nous, c'était vraiment, d'abord un des fondateurs essentiels de la guérilla, mais quelqu'un avec une lutte sociale et syndicale, hein, auprès des coupeurs de la canne de sucre. Et je pensais, il faudrait revendiquer le nom et la vie de Raoul Sendic, par exemple. On ne le fait pas. Et je pense que comme nous sommes un tout petit pays qui ne cause pas trop de problèmes, parce qu'on nous appelait la Suisse de l'Amérique latine, et même maintenant avec Milei à côté, imaginez-vous, et Lula de l'autre côté, nous avons un gouvernement plus ou moins progressiste en ce moment, c'est le Frente Amplio. Mais c'est toujours une espèce de planicie con leves ondulaciones, comme disait un historien chez nous, Real de Azúcar. Et c'est un plan avec des petites ondulations. Donc, on oublie tout ce que nous avons vécu. J'en suis convaincue, Susanna. Et ton film, que j'ai adoré, parle justement de ça aussi. Alors, je suis ravie, et on continue à parler, mais je répète, je suis ravie que ce soit l'association des ex-prisonniers chiliens
qui m'ont permis d'être ici. Parce qu'il y a peu d'Uruguayennes qui sont restées en fait. Nous sommes rentrés la plupart, et il y a peu d'Uruguayennes, et donc je pense que c'est bien ce que tu dis. C'est une façon de parler de nous. Quoique, de plus en plus, je me sens latino-américaine. Vraiment. Et surtout, il faut dire, latino-américaine du Sud, hein, de l'Argentine, du Uruguay, Pérou, avec qui j'étais plusieurs fois. Mais bon, je revendique mon pays aussi. Mais je voudrais ajouter aussi qu'avec Don Destin, qui c'est une association uruguayenne, oui. Nous travaillons depuis longtemps. Nous avons commémoré les 50 ans du coup d'État en Uruguay et au Chili. Nous avons fait une affiche que Federica Matin nous a donnée. Et maintenant, on est en train de travailler pour le plan Condor. Le plan Condor qui réunit à tous les pays de l'Amérique latine, du Sud. Et on est en train de faire, nous avons fait déjà une conférence à la mairie de Paris où il était présenté une exposition qui a montré un peu ce qui s'est passé avec le plan Condor. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant l'été, dans des colloques qui vont avoir de l'été, même la fête de l'humanité. Et nous ferons sans doute ici à la Maison d'Amérique latine une grande commémoration parce qu'en novembre, ils vont avoir 50 ans de lancement au Chili de ce plan Condor officiellement. Parce que le plan Condor, il a commencé avant. C'est pour ça que je voudrais quand même parler avec nos camarades uruguayens qui sont présents. On est présents, vous voyez l'affiche que vous voyez au fond de la salle, qui a été aussi faite pour Federica Matin. Il montre que nous avons lutté et nous faisons déjà 50 ans de résistance contre ce plan Condor. Voilà. Moi, je tiens à dire, oui, par rapport à ça, Pascal. Non, je peux répondre. Je peux parler sans micro, c'est pas grave si vous m'entendez. Non, mais je voulais dire que par rapport au plan Condor, je sais qu'il y a un copain uruguayen ici, dans la salle, qui a témoigné, et qu'en plus, je ne l'ai pas vu pendant des années, je l'ai rencontré, ça fait l'année dernière ou l'autre, et je sais qu'il a témoigné et que ça a été très important. Je n'ai pas pu être... mais bon, j'avais une autre activité. Mais donc, c'est vrai ce que tu dis, oui. Pascal. Il y a, en fait, sur la question de la non-visibilité des Uruguayens, c'est aussi ce que tu racontes dans ton histoire, c'est que la plupart des Tupamaros et Tupamaras, en fait, ont été arrêtés, emprisonnés, torturés avant le coup d'État de 73. Et ceux qui ont pu partir sont partis par le Chili ou d'autres pays d'Amérique latine. Et que du point de vue de la France, finalement, les Uruguayens sont arrivés pour la première vague, en tout cas en même temps que les Chiliens, ce qui a beaucoup marqué la mémoire en France. En fait, la population, il y a eu beaucoup de mouvements de solidarité sur le Chili. On parle de l'humanité, mais les bibliothèques, les municipalités, et souvent du point de vue français, dans l'historiographie sur l'Amérique latine, on parle des latinos, effectivement des Chiliens, mais on mélange tous les gens qui sont arrivés, et toi-même tu es passé par le Chili comme beaucoup de monde, et heureusement c'est ce qui a permis de sauver plusieurs personnes, de passer par d'autres pays, puisque vous n'êtes pas parti directement d'Uruguay vers la France par le système des Nations Unies, contrairement à beaucoup de Chiliens. Et après, sinon c'est pour dire que nous on est une petite équipe présente ici avec des doctorants chiliens et uruguayens. On a fait une collection numérique sur la mémoire des exilés chiliens et uruguayens, qui est une plateforme qui s'appelle Géorécit. On récolte des parcours de vie, ce sont des cartographies narratives. Il y a celle, bien sûr, d'Anna Maria et d'autres personnes présentes dans cette salle. Mais si vous voulez contribuer, surtout pour l'Uruguay et la visibilité, vous êtes les bienvenus. On a fait, je crois en tout, une soixantaine de récits, et sans doute une quarantaine sur l'Uruguay en tout. Donc on espère contribuer aussi à l'histoire de ces trajectoires de personnes restées en France ou de personnes reparties en Amérique latine. Donc il y a Santiago Arias, côté Uruguay, et Francesca Toledo du côté chilien, qui a travaillé aussi sur les archives des prisonniers politiques en France. Je veux remercier publiquement Pascal parce que bon, on a travaillé ensemble en Uruguay et m'a invité à la journée pour la migration
au campus Condorcet. Ça a été une expérience très forte. Et moi, j'étais dans une table ronde avec Pinar Selek, une femme turque, vraiment, qui était dans les prisons turques. Et on était elle et moi. L'Uruguay était là aussi. Merci. Merci. Bon, je écris mon texte. Désolée. Je connais Ana Maria Araujo depuis 2000 jusqu'à la pandémie par la Covid-19. Je suis chilienne et par moi c'est un plaisir, vraiment un plaisir et un privilège travailler avec Ana Maria parce qu'elle n'est pas seulement une femme militante, engagée, tout ça. Elle est une femme aussi intellectuelle. Sa possibilité d'écrire son histoire, de réfléchir, n'est pas seulement une question banale. C'est un exercice complet, c'est une pratique et pendant toutes ces années, elle a continué à réfléchir et ne pas seulement sur son propre histoire, même si sur l'histoire des femmes, quel est leur rôle et quelle est la place dans la politique et tout ça. Pour moi, c'est vraiment une question importante de dire parce que je sais que par Anna, c'est important la transmission à la différentes générations. Et pour moi, c'est intouchable tout le temps. Ça. Je trouve que c'est une dimension effectivement très importante du livre, l'élaboration conceptuelle chez Anna Maria. C'est ça qui est vraiment intéressant chez les gens qui réfléchissent à leur pratique, c'est d'élaborer des concepts. Dans la psychothérapie institutionnelle, par exemple, les gens produisent des concepts à partir de leur pratique clinique. Bon. Et chez Anna Maria, elle a traversé des courants intellectuels très nombreux et à chaque fois elle puise des éléments qui lui permettent de créer ses propres concepts pour analyser sa pratique. Et je trouve que c'est la valeur du livre aussi. J'ai une petite fille de 13 ans qui a lu le livre, elle me dit ça c'est une femme, elle a vraiment vécu. C'est autre chose que les romans à l'eau de rose qu'on nous fait lire à mon âge. Et je crois que, si vous voulez, cette capacité conceptuelle est un moyen qui permet la communication transgénérationnelle. Romina, c'est ce qui reviendra au sein de la sociologie clinique et pas de la sociologie clinique, au sein de la vie universitaire, académique et militante. C'est une génération qui, heureusement, est là. Heureusement, est là. Merci. Merci, Romina. Merci, Romina. Et puis, je veux dire aussi que avec Romina, on fait partie du ordre sourd de la socioclinique. C'est-à-dire, nous avons créé un groupe à l'intérieur du réseau qui rassemble à tous les latino-américains. Et ça, c'était une expérience extraordinaire, vraiment. Et Romina est là, hein. Et elle va continuer là, j'en suis sûre. Oui, très brièvement à propos de Raoul Sendic, il y a un film maintenant qui est fait et qui a été présenté l'autre jour à Dondestan. Il va sortir, il a été fait par Alijón, qui est un grand cinéaste uruguayen qui a fait un film fantastique sur la disparition d'une fille Safaroni, un film extraordinaire et qui a beaucoup ému. Donc il sera honoré et c'est très bien fait. Oui. Super. Ah, non, malheureusement, on est arrivé en retard.
est perdu dans Paris, dans les bus, tout ça. Bon, on a les livres. Mais sinon, c'est une petite information. Dans le nouveau gouvernement qui vient de se former en Uruguay, il y a 2 ministres du mouvement Tupamaro. Actuellement, une ministre du logement et l'autre du transport. Leur histoire est à Paris. Ça veut dire que ce que tu racontais sur la suite, ce que tu racontais sur la suite, elles sont là. Oui. Et Bon, je pense qu'on sait tous qu'après le coup d'État, après la fin du coup d'État, avec le processus démocratique, les Tupamaros sont entrés al Frente Amplio. C'est un front élargi qui rassemble toute la gauche du sud, de l'Uruguay. Et donc on peut dire par rapport à ça, c'est vrai ce que tu viens de dire, mais aussi avec des nuances, comme toujours dans l'être humain, il y a eu Pepe Mujica, que vous connaissez tous, qui a été Tupamaro et qui a été plus ou moins président de la République. Et moi je voulais dire à Margarita, qui est ma collègue, Approche. Je voulais dire à Margarita, qui est ma collègue, je m'appelle Margarita aussi, je suis assistante sociale aussi, et les 2 ministres sont de formation assistante sociale. C'est vrai. C'est vrai. S'il n'y a pas plus de questions, je crois qu'on finit pour que tout le monde puisse acheter les livres parce qu'ils vont venir nous chasser de la salle. Je remercie encore une fois Anna Maria, nos intervenants et vous-même de votre présence et je souhaite une longue et heureuse vie à ce livre. Gracias, gracias, gracias.